Alors elle, c'est sûr qu'elle sort de prison avec ses tatouages. Mais moi, jamais j'embaucherai quelqu'un avec autant de tatouages. Alors, vous vous dites peut-être que ces phrases sont complètement datées, obsolètes en 2025. Figurez-vous que très probablement, dans cette salle, il y a des gens qui pensent ça. Et très certainement, tous les jours, sur les réseaux sociaux, c'est des commentaires que je me prends. Je m'appelle Dorit Nahon, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn, j'ai plus de 91 000 abonnés, j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et j'ai créé mon propre média. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager mon histoire, ce qu'elle m'a appris et surtout ce que j'aimerais vous transmettre. On est en 2013, je suis vendeuse et ma responsable me dit « Si tu t'étais fait tatouer avant de valider ta période d'essai, je ne t'aurais jamais embauché. » Et elle continue en me disant les tatouages, c'est pas professionnel, et puis tu vas faire peur aux clients, tu te rends compte, on est dans le commerce, majoritairement, on a des clients qui sont très âgés, tu vas rater tes ventes. Vraiment, ça va les effrayer. Quelques mois plus tard, elle vient me voir et elle me dit alors félicitations, parce que tu fais partie des meilleures vendeuses du réseau. Ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est ce cliché que les tatouages, c'est OK, mais tant qu'on n'est pas en contact avec le public. Parce qu'effectivement, ça fait peur, ça ne fait pas professionnel. Sauf que, dans la réalité, c'était un icebreaker exceptionnel pour créer du lien avec le client, et ce qui est, du coup, mon travail en tant que vendeuse à ce moment-là. Ces fameux clients assez âgés dont ma responsable parlait venaient vers moi spontanément et me disaient mais ils sont jolis vos tatouages, vous les avez faits où? Mais ça fait pas mal. Et là où j'aurais pas conclu de vente, parce que c'est pas si simple de créer du lien comme ça en venant de nulle part avec un client, et j'en ai conclu. Dans cette expérience, il se trouve que j'aime beaucoup mes collègues. Vraiment, je les adore. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression de leur mentir tous les jours, de porter un masque, de ne pas être 100% moi-même, parce que je suis lesbienne. Et d'ailleurs, je suis très heureuse d'en parler aujourd'hui, parce que c'est la journée internationale de visibilité lesbienne. Samedi... Samedi 26 avril 2025, très très belle journée. Et je fais en sorte de ne pas genrer quand je parle de ma vie personnelle, parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens ici qui se disent « Attends, mais c'est le travail, c'est le travail, ça n'a pas sa place. » Un travail, ça reste un lieu de vie. Et quand on crée des liens avec ses collègues, c'est forcément un sujet qui arrive sur le tapis. Et moi, je me sens très mal à l'idée de justement ne pas être honnête finalement avec mes collègues. Et un jour, j'ose, et je leur dis que je suis lesbienne, et ça n'a pas du tout été un sujet. J'ai eu cette chance immense, mais beaucoup ne l'ont pas. La réalité aujourd'hui, c'est que 73% des salariés LGBT+, ne le disent pas, n'en parlent pas, par peur de représailles, placardisation, refus d'augmentation, refus de formation. Les représailles, elles sont nombreuses, et on a 13% de salariés LGBT+, qui mentent et qui se prétendent hétéros. C'est une étude IFOP. Après, la peur d'être soi-même, d'oser être soi-même, il y a les préjugés. On est en 2016, je suis responsable des procédures, et j'ai les cheveux violets, en plus de mes tatouages. Et j'ai à peu près tous mes collègues autour de moi qui viennent me voir et qui me disent alors bienvenue, hein, mais je pense que ça ne va pas coller pour le poste parce que tu ressembles quand même vachement à une artiste, ça se voit que tu es super créative, tes tatouages, les cheveux violets, et tu sais, c'est quand même un job hyper rigoureux, il faut être très, très, très carré.
Je suis un tyran des procédures, que ça soit dit. Je leur courais après à tous pour une bonne gestion des stocks, des process, de tout. Donc je ne suis pas le préjugé qu'ils avaient, je ne viens pas en tout cas le valider. Et j'ai eu cette chance immense que mon responsable à l'époque m'embauche, me fasse confiance. Mais cette chance, beaucoup de salariés ne l'ont pas malheureusement. 40% des salariés en France sont refusés à l'embauche sur le critère de l'apparence. C'est un chiffre qui vient de l'Observatoire des inégalités. Les inégalités, moi, j'en ai fait mon combat sur Internet, sur LinkedIn plus précisément. On est en 2021 et je fais un post assez bête en soi, hein, où je dis que les compétences doivent passer avant l'apparence, que c'est le savoir-être d'un candidat, son potentiel qui doit primer, et rien d'autre. Et avant tout, je dis dans ce post, mais par pitié, ne portez pas de masque, ne vous formatez pas pour une entreprise qui peut vous remplacer en 15 minutes et qui peut vous traiter comme un numéro. L'idée, c'est de se dire, j'ai de la valeur, je mérite mieux que ça. Et le choix va dans les deux sens, employeur, salarié. Ce post, il a eu de la résonance. Il a eu plus de 23 000 likes, plus de 2 millions de vues. Et surtout, il m'a rapporté 200 propositions d'emploi. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai aussi reçu énormément de haine. J'ai reçu des commentaires de chefs d'entreprise qui m'ont dit moi, chef d'entreprise, je n'embaucherai jamais de candidat tatoué. Extrêmement intelligent de dire ça sur un réseau pro. L'image de marque, la marque employeur, on n'y est pas du tout. Et finalement, j'ai pu refaire un post derrière, très inspirant ce qui s'est passé dans ce rejet-là, pour dire j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi, peut-être qu'il y a probablement 200 entreprises, voire plus, qui n'avaient absolument pas envie de bosser avec moi, avec, je cite, une fille qui a l'air de sortir de prison à cause de ses tatouages, selon certains chefs d'entreprise. Et dites merci à ces entreprises-là parce que vous gagnez un temps précieux. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour des entreprises qui se comportent comme ça avec les gens. Ça, c'est du court terme, c'est une stratégie court terme. C'est-à-dire que vous arrivez dans l'entreprise, vous portez un masque, vous ne vous sentez pas vous-même, vous tenez 6 mois, au bout de 6 mois, vous partez. C'est ça la réalité. Et le grand message, c'est accepter de vous fermer les mauvaises portes pour vous ouvrir les bonnes portes, celles qui vous ressemblent. Aujourd'hui, moi, comme je l'ai dit pour démarrer, j'ai plus de 91 000 abonnés sur LinkedIn et malheureusement, je reçois énormément de messages de gens qui ne sont pas heureux dans leur travail. Parce que justement, ils portent ce fameux masque, ils se sentent obligés de cacher leurs tatouages, de raser leur barbe, même de changer de vêtements parfois. Parce qu'apparemment, ça influe sur la façon de travailler aux yeux de certaines entreprises. Et vous savez, ça, c'est un sujet très important dans le monde RH qui s'appelle le désengagement. Le fait que les gens, en fait, tout simplement, n'aient plus envie d'être là, n'aient plus envie de rester dans l'entreprise et pensent à partir parce qu'ils ne se sentent pas bien. Ça concerne 93% des salariés en France. Je vais la faire à l'envers. On a seulement 7% du coup, parce qu'il faut comprendre les deux sens, des salariés en France qui sont encore engagés dans leur travail. C'est un chiffre qui vient du cabinet Gallup. Et pour aller au bout du sujet, on a en 2024 une augmentation du turnover des entreprises qui est de plus de 41%.
C'est un chiffre qui vient du cabinet RH Robert Half et qui est extrêmement inquiétant. Aujourd'hui, ce qui fait que les gens vont majoritairement vers un travail, c'est le salaire. Mais ce qui fait qu'ils restent, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils trouvent du sens dans leur travail. Mais ce qui n'a aucun sens, c'est de juger les gens gratuitement. Et en plus, ça peut réserver des surprises. On est en 2023, je suis chroniqueuse à la télé. J'arrive en pull Pokémon, Pikachu, pour le tournage. Et notre invité est un directeur d'école de commerce en costard-cravate qui directement me pose une question. C'est quoi votre travail? Tout de suite, dans une posture assez défiante, en me toisant, je sens une espèce de condescendance de sa part. Donc je lui explique, j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise, et on est toujours sur cette même vibe condescendante. Vous avez quel diplôme pour faire ça? Et je lui dis, aucun, je suis autodidacte. Et là, il part. Il ne me répond pas, il s'en va. On arrive en plateau, et moi, sur un plateau télé, je suis chez moi, et lui, je le vois, il est stressé, il n'est pas bien, il relit un petit peu ses fiches. Je fais ma chronique. L'animatrice lui demande « Qu'est-ce que vous pensez de ce que Doré vient de dire ?» Et là, changement total d'attitude. « Ah mais c'était merveilleux, ah mais je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. » On sort de plateau, et là, miracle, il me tutoie. Il me tutoie et il me dit « Ah mais j'ai adoré tout ce que tu as dit. Est-ce que tu voudrais pas intervenir, s'il te plaît, dans mon école de commerce pour donner une formation ?» C'est triste ce qui s'est passé, mais en même temps, ça me permet d'en tirer une leçon. C'est qu'il a fini par me respecter, mais il a fallu que je lui démontre mes compétences pour qu'il me respecte. Parce qu'à la base, sur mon apparence, il ne me respectait pas. Le respect, c'est pas gagné quand on ne coche pas les cases. On est en 2025, et j'ai la chance et l'immense honneur d'interviewer ma très très chère Elisabeth Moreno pour mon média. Elisabeth Moreno, ex-ministre Diversité et Inclusion, femme noire, ayant grandi en cité, à Athis-Mons, 2 parents illettrés. Et dans l'interview, elle dit « J'ai dit au conseiller d'orientation que je voulais devenir avocate. Et il m'a répondu « Non. Avocate, c'est pas fait pour toi. Toi, tu iras en CAP. » Et elle continue en me disant j'espère qu'il m'a vu devenir juge. J'espère qu'il m'a vu devenir chef d'entreprise. Et j'espère qu'il m'a vu devenir ministre. Pas pour le narguer, mais tout simplement pour lui dire monsieur, questionnez vos préjugés, vos biais et vos stéréotypes. Vraiment une queen, finalement. On a tous des biais. Moi, la première. Revenons en 2013. Je suis vendeuse, toujours. Et là, on rencontre ma collègue Licia, que j'aime beaucoup, qui a 55 ans, qui est hyper rock'n'roll, très déconstruite, très ouverte d'esprit. Mais Licia et moi, on a une grande passion, c'est l'astrologie. Et un jour, on reçoit un CV, vous le voyez venir. La candidate est Scorpion. Tant qu'à aller dans les clichés jusqu'au bout, allons-y gaiement. On jette le CV, carrément. Licia et moi, on s'est basés sur une revue scientifique qu'on aimait énormément lire toutes les deux, Femme actuelle. Vous avez le droit de rire. J'avais 20 ans, petite circonstance atténuante. Peut-être, et très 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 sûrement, il y a des scorpions dans la salle qui s'indignent.
Non, mais nous, on est des gens bien, bien évidemment, et même des non-scorpions, donc tout le monde devrait se dire, mais c'est totalement absurde de juger une personne, un candidat sur son signe astrologique et de jeter un CV pour ça, mais ça ne va pas à la tête. C'est totalement absurde, vous avez raison, mais ça l'est tout autant de juger une personne, un candidat, sur sa couleur de peau, ses tatouages, des cheveux colorés, des piercings, parfois même un prénom, parfois même une adresse. On peut parler très longtemps des candidats qui doivent changer leur adresse parce qu'ils vivent dans le 9-3 et que ce n'est pas très sexy. Moi, il y a un chiffre que j'ai envie de vous partager qui m'inquiète profondément. C'est qu'aujourd'hui, il y a 44% des salariés en France qui sont en situation de détresse psychologique. C'est quasiment la moitié des salariés en France. C'est une étude Opinionway. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'authenticité au travail, le fait de ne pas se sentir bien, mais ça y contribue. Et ça y contribue grandement. La santé mentale au travail, la charge mentale au travail, ça rentre dans le cadre de se dire « je dois penser, en allant bosser, moi, tous les jours, de 9h à 17h, voire plus, à ne pas dire ça, à cacher ça. » On est ici tous ensemble aujourd'hui pour réfléchir, pour se questionner, collectivement. Parce qu'il n'y a que comme ça, finalement, qu'on peut avancer. Par la déconstruction, par l'effort collectif. Moi, j'ai envie d'interpeller les chefs d'entreprise, les DRH, qui sont dans la salle aujourd'hui, et de leur demander combien de fois vous avez mis un CV sur le bas de la pile sur des critères arbitraires, parce que la personne n'avait pas de chemise, ou en tout cas parce qu'elle n'avait pas l'air professionnel. Et je ne peux pas finir ce talk sans vous parler de mon t-shirt, finalement. Je sais que vous y pensez. Je suis convaincue qu'en arrivant sur scène, il y en a qui se sont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce numéro ?» Eh bien, figurez-vous que ça fait partie du show parce que l'illustratrice qui a fait ce t-shirt a illustré plus de 40 livres et elle a illustré, écoutez bien, pour Pierre Hermé, pour Chanel, pour des marques de luxe. Il ne faut pas se fier aux apparences, parce qu'elles sont souvent très, très, très trompeuses. Et les gens, parfois, que vous pouvez juger pas sérieux, sur des critères, encore une fois, extrêmement arbitraires, pourraient vraiment vous surprendre. Et j'aimerais finir par une grande question pour toutes et tous, ici, sans exception. Réellement, vous laissez aux êtres humains que vous rencontrez en vous basant uniquement sur le propos, sans tenir compte de l'apparence et des biais qui polluent votre jugement. Merci beaucoup de m'avoir écouté.